Bonjour et bienvenue sur cette formation intitulée Un début de vie dans la dignité, un titre qui fait bien évidemment écho à la fin de vie dans la dignité, qui est un thème fort de la France insoumise. Alors, je m'appelle Viviane Rush, je suis co-animatrice de l'équipe enfance de la France insoumise et sage-femme. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de ce qu'on appelle en général dans le milieu associatif la naissance respectée, et ça recouvre à la fois la lutte contre les fermetures de maternité, hein, c'est une véritable hécatombe dans le service public, hein, là aussi. La lutte contre les violences obstétricales, nous allons l'évoquer longuement. Nous allons essayer de voir comment mieux répondre aux besoins des femmes qui accouchent. Nous parlerons là, de lutte contre la pauvreté, de soutien quand il y a des vulnérabilités, ce qui peut être souvent le cas dans la périnatalité, hein. La société se doit être solidaire. Nous parlerons aussi, rapidement de sécurité et un peu de du Covid. Concernant notre équipe thématique, elle a été constituée en 2018. C'est pourquoi vous ne trouverez pas encore de livret publié. Par contre, nous avons déjà bien bossé au niveau, par exemple, du programme des élections européennes. Nous avons fait tout un travail sur la lutte contre la pédocriminalité, en qu'on appelle, souvent à tort pédophilie, et en particulier la cyberpédopornographie. Au moment des élections municipales, nous avons édité la politique de l'enfance à l'échelle municipale, que vous pouvez toujours retrouver où nous le demandez. Et bientôt les élections départementales, ce sera l'occasion de traiter plus spécifiquement de la protection de l'enfance, hein, puisque l'aide sociale à l'enfance est un service décentralisé, c'est les départements qui sont responsables. Ça sera l'objet d'une formation ultérieure, et de la PMI qui est aussi à l'échelle du département et dont je ne parlerai pas aujourd'hui. De façon générale, les thématiques de l'équipe enfance ont été divisées en 4 grands plans. Les droits des enfants, en particulier la lutte contre les violences dites éducatives ordinaires, qui sont vraiment à la base de, pour vous la faire très courte, hein, l'apprentissage à la soumission volontaire décrit par la Boétie. Bah, ça s'apprend dès l'enfance. Soumission à l'autorité, accepter, l'injustice, et cetera. Donc, comment élever les enfants autrement pour changer notre société, c'est très important. La naissance respectée est la deuxième thématique de l'équipe enfance et c'est l'objet de notre formation du jour. Nous parlons aussi de la petite enfance, particulièrement sous l'angle des modes de garde, donc crèche, assistante maternelle, et cetera, mais pas seulement. La protection de l'enfance est un très gros morceau. Nous avons vu beaucoup de choses sur la protection de l'enfance, que ce soit la lutte contre la maltraitance, les violences sexuelles envers les enfants, avec un focus sur l'inceste, les violences conjugales dont les enfants sont des victimes, directes et pas seulement collatérales, le travail des enfants, les placements abusifs, et cetera, et d'autres sujets, transversaux avec d'autres, équipes thématiques ont été travaillés concernant la santé de l'enfant, la lutte contre la pauvreté des enfants et l'éducation culturelle et artistique des enfants, entre autres. Donc voilà, beaucoup de travail, mais avant, enfin en tout premier lieu, penchons-nous donc sur la naissance. Alors déjà, premier chiffre, hein, on parle de combien de naissances? En 2020, il y en avait 736 000. Une petite chute de la natalité par rapport à 2019 où on était plutôt, hem, aux alentours de 750 000 qui sont des chiffres plus habituels. Alors on va commencer, ça peut surprendre, par un petit peu d'hormonologie, mais pour moi c'est assez indispensable à mieux comprendre comment, mieux gérer les choses. Tout simplement, quand on est en travail, donc les contractions de travail, Hem, on va sécréter une hormone qui s'appelle ocytocine qui va permettre d'avoir ces contractions et que le col se dilate bien, et l'ocytocine va permettre de produire des endorphines. Tout ça si on est dans un milieu où on se sent en confiance, où on sent que notre bébé peut venir ici au monde en toute sécurité. Donc ce cocktail hormonal va permettre à la fois un meilleur vécu, mais va faciliter le déroulement d'un accouchement, tout simplement. Alors qu'au contraire, si on est dans le stress, c'est-à-dire, par exemple, accouchement dans la voiture, on y reviendra, ou si on arrive en salle d'accouchement et ça court de partout, les sages-femmes sont débordées parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs et pas assez de salles, ou parce qu'on subit des violences obstétricales, et ben,
le corps féminin va sécréter, le masculin aussi en l'occurrence, de l'adrénaline. Et l'adrénaline, l'hormone du stress, va complètement bloquer le phénomène de l'accouchement, puisqu'on ne peut absolument pas accoucher de son bébé à un endroit où celui-ci ne serait pas en sécurité. Donc l'adrénaline va bloquer la dilatation du col de l'utérus et donc va induire des césariennes, mais aussi des extractions par forceps, des ventouses. Et ça va augmenter le risque, par un mécanisme que je ne vais pas vous décrire, de l'hémorragie de la délivrance. Donc on voit qu'un accouchement dans le stress, non seulement ça fait un risque traumatisant, puisque personne n'a envie d'un accouchement ainsi, avec un impact par la suite, du type dépression du postpartum par exemple, mais ça fait aussi des risques purement physiques médicaux. On peut retrouver un petit peu ça à l'échelle de la société tout entière d'ailleurs, hein. De façon générale, quand on prive les nouveau-nés du réconfort, quand on n'écoute pas leurs besoins, quand on les laisse dans le stress, et bah, ils vont sécréter de l'adrénaline aussi, mais en particulier du cortisol, qui est une hormone qui va diminuer les apprentissages, hein. La cognition, c'est les apprentissages et on est dans le mécanisme du dressage, la sidération, le stress, pour ne pas qu'il y ait de la réflexion en face. C'est vraiment l'état d'esprit qu'il y avait à l'époque de la Schwarzpädagogie, pédagogie noire en allemand, qui était, vraiment, la pédagogie utilisée à l'époque, de l'enfance des adultes qui ont ensuite porté Adolf Hitler au pouvoir. C'est un cheminement qui est décrit par Alice Miller dans le livre «C'est pour ton bien» et là, on voit vraiment, les interactions entre, hem, l'enfance et à l'âge adulte, nos réactions face à une personne qui, comme Hitler en l'occurrence, était très autoritaire et avait un côté, paternaliste à la fois. À l'inverse, dans des sociétés où on favorise l'ocytocine ou en tout cas le respect mutuel, où, les enfants sont respectés, sont considérés, heu, on ne les frappe pas par exemple, on répond à leurs besoins, eh bien ils vont se sentir, dignes d'être aimés et ils vont ainsi construire un beau socle d'estime d'eux-mêmes et ce qui fait que ça va être des adultes beaucoup plus équilibrés qui vont après plus facilement s'investir, contre les injustices, par exemple. Alors que quand on a une estime de soi qui a été, abîmée, eh bien, on peut être tenté, par exemple, de la remplir avec, de la consommation, avec des addictions, avec, bah, une réaction d'aller écraser les autres. On retrouve beaucoup ça dans le capitalisme, dans toute sa noirceur. Donc, voilà, au contraire, les sociétés qui vont favoriser, heu vraiment de la bienveillance envers les bébés, ça va être, le cercle vertueux qui commence dès le début. Pour, vraiment, commencer sur les fermetures de maternité, il faut savoir qu'en un peu plus de 20 ans, on a perdu environ un tiers des maternités, puisqu'il y avait 835 maternités en 1997. Il n'y en avait plus que 338 en 2019. Alors ce sont beaucoup de maternités enfin non, il y en a 338 qui avaient fermé par contre, pardon. Ce sont beaucoup de maternités de campagne, rurales qui ont fermé. Ce sont d'abord les maternités de moins de 300 accouchements annuels qui ont fermé, puis celles qui faisaient moins de 500 accouchements, mais aussi de plus en plus des maternités moyennes en milieu urbain qui ont été, absorbées par des plus gros centres pour faire des méga maternités au détriment là aussi d'un tissage, local. Alors souvent, surtout sur les maternités de campagne, c'est toujours le prétexte, d'un manque de sécurité. Alors c'est juste un prétexte, c'est extrêmement insultant pour les équipes en place qui ont beaucoup de qualité et d'expertise, dans les suivis des situations à risque. À titre d'exemple, par exemple, les sages-femmes des maternités de niveau 1, donc les maternités où il y a pas de réanimation néonatale sur place, sont habituées à, quand il y a un problème, elles, commencer la réanimation dans l'attente, du médecin ou de l'anesthésiste. Alors que dans les gros centres, c'est plus, sectorisé, chaque professionnel va avoir heu, sa compétence. Les, mmh,
Concernant la démographie médicale, c'est vrai qu'on a une grosse carence sur des médecins spécialisés, pédiatres et gynécologues en particulier. On a toujours cette problématique du numerus clausus, mais il y a des façons de régler ou en tout cas de pallier à ce problème, nous le verrons un peu plus tard. Ne nous le cachons pas, c'est avant tout un argument économique qui ne dit pas son nom, hein. C'est toujours au prétexte au prétexte, justement, pas prétexte, mais l'argument de faire plus d'économies, même si c'est au détriment de notre, santé. Parce que ne faut qu'on vienne pas me dire qu'un accouchement sur la route présente plus de sécurité qu'un accouchement dans une maternité de niveau 1. Il y a au moins un bébé qui est décédé sur un accouchement sur le trajet. Il y a des urgences obstétricales qui n'ont pas été gérées à temps avec des ambulances qui avaient un trajet beaucoup trop long à à prendre, avant d'arriver dans une maternité, où au moins on pouvait faire le premier niveau de soins. Et bien sûr, on imagine l'inconfort d'un trajet, avec des contractions toutes les 5 minutes qui broient le ventre. La question aussi de l'éloignement de la maternité par rapport au lieu de vie. Alors, en ce temps actuel avec le Covid, les aînés ne viennent pas à la maternité, mais le conjoint, ou la conjointe peut avoir beaucoup plus de difficultés à venir, à la maternité, et donc la femme qui vient d'accoucher est souvent plus seule et dans une maternité qu'elle ne connaît pas puisque la plupart des consultations prénatales ont bien sûr été, beaucoup plus locales quoi, avec des sages-femmes libérales ou des centres périnataux de proximité ou le médecin généraliste, ou obstétricien du coin. Donc tout ça va générer bien sûr du stress et on retrouve l'adrénaline dont je vous parlais, avant. Un peu partout, des comités de défense se sont montés. Là, on a celui de l'hôpital Saint-Claude, dans le Jura, avec alors sur la banderole, il y a marqué 10 mamans qui ont accouché sur le bord de la route. À l'heure où la photo était postée, il y en avait une 11e qui avait accouché. Alors que du coup, quand la maternité du Blanc avait fermé, il y avait eu comme action d'éclat un peu médiatique de faire mettre en place cette fausse aire d'accouchement d'urgence. Je vous rassure, ce n'est pas un pictogramme officiel. On ne tient pas les bébés par les pieds et en plus, les femmes ne sont pas obligées d'accoucher en position gynécologique, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était un clin d'œil, mais c'était aussi pour secouer un petit peu les esprits et dire que non, on ne veut pas que les femmes soient contraintes d'accoucher, sur la route. Ce n'est pas des conditions dignes pour, faire naître nos enfants. Nos propositions, alors bien sûr, arrêt immédiat des fermetures de maternité et réouverture de certaines maternités, on peut. Comment? Alors pour pallier à l'absence de certains spécialistes, il est tout à fait possible de travailler, en visio sur les prises de décision avec l'obstétricien du CHU, local et par exemple pour les urgences, on a les chirurgiens viscéraux qui étaient, habilités, qui pratiquaient des césariennes à une époque. Il est tout à fait possible de les former à nouveau sur ce credo-là. Là, les anesthésistes sont compétents pour les réanimations, y compris des tout petits. Donc ça, avec les sages-femmes, il y a de quoi faire un niveau, en attendant que la nouvelle génération d'obstétriciens, soit formée avec la suppression du numerus clausus. Concernant les 7 centres périnataux de proximité, ce sont des centres en fait qui, ont été, en fait, quand les maternités, ont fermé, très souvent, ils les ont pour faire passer la pilule, hein, fait transformer en centres périnataux de proximité qui proposent toute une activité de consultation prénatale, préparation à naissance, le suivi à domicile post-accouchement, les consultations d'allaitement, la rééducation du périnée et souvent aussi de la contraception, parfois même des IVG. Donc, ces centres périnataux de proximité pourraient, aussi, être, transformés ou évoluer en maisons de naissance publiques parce que, alors les maisons de naissance, ce sont des structures, pour, des accouchements qui ne soient pas médicalisés ou à peine, en tout cas, il n'y a pas de péridurale, par exemple et il n'y a pas de médecin sur place. Ce sont vraiment pour les naissances physiologiques, quand tous les voyants sont ouverts pendant la grossesse et comme il n'y a pas de péridurale, ça ne va pas correspondre à toutes les demandes, des patientes, hein. Mais, à l'heure actuelle, ces maisons de naissance sont toutes sous format associatif, avec un financement tel qu'ils sont obligés de demander des dépassements d'honoraires aux familles
ce qui fait vraiment la médecine à double vitesse. Donc ça peut être une proposition en plus, pas suffisante, mais en plus et qui pourrait convenir à un certain nombre de femmes qui, de toute façon, préfèrent accoucher en maison de naissance que sur la route. Passons maintenant aux violences obstétricales. Alors, on va vite passer cette image, horrible, on ne traite plus des bébés comme ça, heureusement, mais on voit quand même le poids de l'histoire dans ces violences obstétricales. Il faut voir d'où on part quand même, hein. Alors pendant, des générations, l'accouchement était un moment extrêmement dangereux, risqué, avec des hémorragies, avec, des infections et sur des populations en plus qui étaient hautement carencées, avec des problèmes osseux de bassin, par exemple. Donc pour apporter leur contribution, aux alentours des années 1600-1700, des médecins ont commencé à s'en mêler et ont fabriqué les fers à l'époque. On appelait ça des fers, ce sont les forceps, des instruments métalliques pour, heu, l'extraction du bébé pour les naissances difficiles, voire impossibles à l'époque, en fait. Donc les sages-femmes étaient à l'époque des matrones plus ou moins formées, mais avec en tout cas une transmission de femme à femme et les femmes n'avaient pas le droit d'accéder au rang de médecin. Et donc à partir de ce moment-là, les médecins ont pris vraiment, l'emprise sur les naissances. C'était, heu, l'accouchement idéal, c'était avec le sachant, l'homme, la fonction masculine du médecin et les accouchements ont progressivement été regroupés dans des hospices. Les anciennes maternités s'appelaient des hospices. Avec là encore, il y avait encore un taux de mortalité très important parce qu'ils avaient regroupé les femmes au même endroit. Il y avait aussi l'institut d'anatomie avec les dissections pas loin. Autant dire que les microbes se baladaient joyeusement. Il y avait, beaucoup d'infections, et de morts à cause des fièvres puerpérales et en plus, on imagine quand même un endroit les femmes ne connaissaient pas, n'étaient pas accompagnées du père des enfants, ça ne se faisait pas du tout à l'époque, avec, des personnels soignants plus ou moins empathiques, hein, parce qu'on a tendance à se blinder quand on voit beaucoup trop de souffrance en face, hein, pour se protéger. Donc ça pouvait générer beaucoup d'adrénaline et de stress. Alors, hem, là-dessus, 2 grands progrès majeurs, l'antibiothérapie, les antibiotiques en fait et la transfusion. Grâce à ces 2 progrès majeurs, la mortalité en maternité a chuté drastiquement. Donc c'était devenu de plus en plus sûr d'accoucher et troisième avancée majeure en la matière, dans les années 80, il y a eu la péridurale. Alors la péridurale, ça a été vraiment un progrès énorme à l'époque. Les femmes qui étaient dans le stress, dans l'adrénaline, dans les cris, dans la souffrance, d'un coup, ça devenait un accouchement, médicalisé, standardisé, sans douleur. Donc c'était vraiment vu, de façon très positive et c'est là peut-être qu'on a définitivement, enfin définitivement, ça revient quand même, hein, perdu confiance en la capacité des femmes à accoucher puisque c'était le corps médical qui accouchait les femmes, qui extrait le bébé de on leur demande quand même de pousser, mais de façon très artificielle et volontaire et voilà, on a perdu, voilà, cette confiance en les femmes et on a appliqué un modèle très, très standardisé, banalisé de l'accouchement qui est devenu assez technique, voilà. Et les professionnels, en se formant les uns les autres, enfin, on applique en général ce que les pères nous ont enseigné et c'est une grosse inertie pour les changements de pratique du coup, voilà et on est resté sur des choses des fois assez systématiques, en particulier, il y avait pas du tout l'habitude de demander le consentement des femmes. Heu, C'était même considéré comme contre-productif dans certaines situations et on le voit par exemple, c'est encore assez récent, hein, cette histoire. Il y avait, l'affaire des touchés vaginaux, qui étaient enseignés à des étudiants en médecine sur des femmes sous anesthésie générale qui n'étaient pas là du tout pour des opérations obstétricales. Donc elles étaient examinées sans le savoir même, heu
au prétexte de formation des futurs médecins, donc sans consentement du tout. Les violences obstétricales sont souvent, institutionnalisées, en fait, et s'entremêlent à la fois, voilà, ce problème de formation, ce contexte où, la femme, alors c'est le cas pour les hommes aussi dans le milieu de la médecine, mais c'est particulièrement le cas pour les femmes où on est un peu, bah, un peu sidéré face à quelqu'un qui a la blouse blanche et un rapport d'autorité qui s'installe assez spontanément, et hem on en vient à se soumettre sans forcément l'avoir, conscientisé, en fait. Avec aussi, sur les violences institutionnelles, des cadences de travail qui sont importantes, avec un sous-effectif chronique, et ce qui fait qu'il faut aller vite, et quand il faut aller vite, et ben, on fait plus que le plus technique, et on n'a pas le temps pour l'accompagnement humain. Donc heureusement, ce n'est pas le cas partout et tout le temps, mais il y a quand même beaucoup de professionnels qui sont en souffrance de cela, de ne pas pouvoir faire leur travail dans les conditions qu'ils le souhaiteraient. Alors concernant les violences individuelles, c'est un petit peu différent. Ce sont des personnes qui vont utiliser le pouvoir qu'ils ont pour, en user, et abuser de la vulnérabilité des gens qu'ils ont en face. On sait bien malheureusement que dans tous les domaines où il y a moyen d'avoir du pouvoir sur quelqu'un d'autre, ça peut attirer des personnes très peu recommandable, c'est le cas de le dire, et on a eu des affaires d'agression sexuelle, mais ça peut être aussi, des coups, c'est plus rare, mais aussi des phrases qui blessent, profondément, par exemple des critiques acerbes sur le poids, entre autres. Alors toutes ces violences obstétricales, hein, heu, que ce soit banalisé, médical, ou que ce soit vraiment, des gestes inacceptables, heu, sont ont un impact, que ce soit de la douleur souvent, des traumatismes physiques, des traumatismes psychologiques. Ça va risquer de provoquer des dépressions du postpartum. On a aussi souvent des femmes qui, du coup, ne vont plus, se faire un suivi gynécologique. Alors, petit bémol là-dessus, je vais peut-être vous faire hurler, mais les femmes ne sont pas des voitures qui ont besoin d'un contrôle technique une fois par an, se faire examiner de l'intérieur une fois par an. Les hommes ne le font pas. Il y a aussi vraiment là cette idée de vérifier que le corps, féminin ne serait pas dysfonctionnel. Pas de confiance, encore une fois, en le corps humain. Donc il y a de la prévention qui est tout à fait intéressante en gynécologie, mais beaucoup plus espacée que ce qu'on croit. Par exemple, pour les frottis, à partir de l'âge de 25 ans, tous les 3 ans jusqu'à 30 ans, puis ensuite c'est tous les 5 ans jusqu'à, 60 ans, et après 65 ans, on n'en fait plus. Il peut être intéressant d'avoir un suivi gynécologique, en fait, c'est surtout important de pouvoir consulter dès qu'on a des symptômes, et c'est pas toujours le cas avec, peu de praticiens, que ce soit sage-femme ou gynécologue, avec des délais de consultation longs, parce que justement, des plannings remplis de consultations, de dépistage, voilà. Alors, les pour venir aux violences obstétricales, elles vont concerner bien sûr la mère, mais aussi le bébé, bien sûr, qui peut être impacté, par exemple sur un accouchement difficile, parce qu'il y a une cascade d'événements qui ont induit des difficultés, des complications. Heu, le compagnon ou la compagne aussi, en se sentant impuissant ou impuissante, peuvent être très marqués par, un accouchement. Et les professionnels qui sont, qui peuvent être maltraitants malgré eux, justement à cause de cette violence institutionnelle, et c'est une raison pour laquelle on a beaucoup de reconversions professionnelles, malheureusement. Nos propositions, elles sont multiples, hein. Il va s'agir de lutter contre toutes les discriminations, que ce soit le handicap. Il y a des parents en situation de handicap, quand ils veulent, enfin justement, accéder à la parentalité, qui, reçoivent beaucoup de jugements. L'origine, on a du racisme dans ce milieu-là, comme peut-être tous les autres, mais qui peuvent avoir des conséquences aussi dramatiques. Je me souviens de cette patiente qui était étiquetée syndrome méditerranéen, qui est un syndrome, qui n'existe pas du tout médicalement parlant, hein, et qui est juste une appellation raciste, parce que donc elle avait mal et elle l'exprimait.
Les professionnels ont pensé qu'elle faisait du bruit pour rien et en fait, elle était en train d'avoir un hématome du placenta qui est une urgence gravissime et bah, le bébé est décédé parce que la césarienne n'a pas été faite à temps, parce que la douleur de la patiente n'a pas été, prise, en considération. Concernant le poids, c'est très fréquent d'avoir des remarques grossophobes dans les cabinets de gynécologie. Il va s'agir de recenser les maltraitances pour mieux les connaître, hein, et d'impliquer les usagers, les usagères. Alors là, il y a quand même une grosse difficulté sur tout ce qui est, l'engagement et l'implication des usagers et usagères, parce que c'est une période où justement on a des jeunes enfants, on est très accaparés et de façon générale, les parents, en particulier les mères, heu, ont ont des difficultés à s'engager au niveau associatif, mais aussi politique. Alors je vais marquer sauf à la France insoumise parce qu'on a quand même de plus en plus des réunions. À l'époque, on pouvait faire des réunions, hem, avec un espace enfant et par exemple, aux amphis d'été, de la France insoumise qui se tiendront cet été, en août à Valence, il y aura pour la troisième année consécutive un espace enfant pour que vraiment les jeunes parents ne soient plus exclus du champ politique. Il s'agira aussi de faire des campagnes d'information, pour le grand public sur les droits des patients et en particulier, non pas seulement le consentement, mais aussi, le choix éclairé pour que chacun et chacune deviennent plus, auteurs et acteurs, actrices de leur propre chemin et santé. Il va s'agir d'augmenter le personnel soignant et les autres professionnels de maternité, heu, les effectifs bien sûr, hein, on est toujours à flux tendu, mais aussi, les salaires. Les auxiliaires de puériculture ne gagnent, que le SMIC alors qu'elles ont des responsabilités, assez importantes et qu'elles sont très précieuses. Alors la il s'agira aussi de les sensibiliser, ces soignants, aux violences obstétricales, que ce soit en formation initiale ou continue. C'est jamais de trop. En particulier sur l'évaluation et la prise en charge de la douleur, qui peut être vraiment une source d'erreur médicale comme je vous l'ai indiqué, mais qui peut avoir des conséquences gravissimes. On peut se souvenir aussi à l'occasion de Naomi à Strasbourg, dont la douleur n'avait pas été prise en compte par le SAMU. Les études ont montré qu'il y a, en effet, moins d'antalgiques qui sont donnés aux femmes pour un même niveau de douleur que les hommes. Et ce défaut de soins se retrouve aussi sur les enfants des communautés noires, à New York et par extension, on peut se poser la question, voilà, des, heu, du racisme et de cette inégalité d'accès aux soins un soin, juste et proportionné à la réalité médicale, quoi. Il va s'agir aussi de diffuser les recommandations de bonnes pratiques. Alors, j'ai mis entre parenthèses concernant les épisiotomies. Heu, les épisiotomies, c'est pour définir rapidement, c'est une incision qui est faite au niveau de la vulve au moment du passage du bébé au moment de l'accouchement pour ouvrir légèrement, augmenter un peu le diamètre, pour que la naissance puisse se faire. Cette épisiotomie, était vraiment systématique à une époque, dans les années 80. C'était très rare de ne pas en avoir. On s'est rendu compte entre-temps que la cicatrisation pouvait être, beaucoup moins bonne que si une déchirure naturelle, qui d'ailleurs ne se produit pas forcément, alors que l'épisiotomie, il y a forcément suture. Donc, les indications d'épisiotomie ont chuté, mais les taux n'ont pas chuté à même proportion. Sauf dans certaines maternités de pointe où on arrive à des taux très, très bas, inférieurs à 10. C'est un exemple parmi d'autres pratiques médicales. On peut penser à l'expression abdominale qui est d'appuyer très fort sur le ventre de la mère au moment de la sortie du bébé, qui est très, très mal vécue et qui peut être, aussi, à risque médical. Et concernant nos propositions, une dernière, c'est la prise en charge de la psychothérapie suite à des traumatismes obstétricaux, enfin, des accouchements traumatiques. On voit quand même qu'une évolution des pratiques est nécessaire parce que, heu, l'accouchement standardisé, médicalisé va répondre à certaines demandes, mais peut-être de moins en moins de femmes qui veulent plus et c'est bien légitime, d'humain et d'accompagnement humain.
Voilà. Justement, répondre aux besoins des femmes qui accouchent, c'est l'intitulé de notre partie suivante. Alors, il y a des femmes qui vont se sentir plus en confiance, en sécurité dans les centres hospitalo-universitaires, les CHU. C'est là où il y a les réanimations néonatales. Donc, si c'est là-bas qu'on se sent confiance, eh ben, c'est là-bas qu'on va sécréter l'ocytocine, les endorphines et pas d'adrénaline. Donc, c'est là-bas que il faut pouvoir accoucher. D'autres femmes vont se sentir mieux dans des maternités familiales, dans des maisons de naissance ou même sur des accouchements à domicile. L'accouchement à domicile qui est beaucoup plus sécure que ce qu'on ne le pense, en particulier à partir du deuxième enfant. Deuxième accouchement, il y a moins de risques à domicile qu'en maternité sur la même population de même risque obstétrical. L'accouchement à domicile qui est entre guillemets légal puisque c'est à la nomenclature des sages-femmes qui peuvent le pratiquer. Mais on a un souci par rapport à l'assurance, puisque aucune assurance n'accepte d'assurer les professionnels pour cela, et elles doivent être assurées pour tous les actes qu'elles pratiquent. Alors, les... la Cour des comptes avait la brillante idée de proposer un déremboursement de la préparation à la naissance, au prétexte que la majorité des accouchements se faisaient sous péridurale de nos jours. Sauf que la préparation à la naissance, c'est déjà pas uniquement euh, euh, traiter la douleur des contractions utérines. Et soit dit en passant, avant d'avoir les péridurales, en général, il y a quand même le lot de contraction. La péridurale n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est un outil qui peut être très intéressant dans beaucoup de situations, mais qui ne fonctionne pas forcément toujours comme prévu pour d'autres ou qu'on ne peut pas avoir parce que l'accouchement est rapide, par exemple, ou pour d'autres complications. Donc, la préparation de naissance va être toujours utile. Et c'est la préparation de naissance et à la parentalité. Donc aussi, préparer les parents à la vie avec un bébé dans un contexte où il y a, les familles qui sont très éclatées et il y a moins de transmission qu'auparavant. Donc on va être vraiment sur de la prévention. Les Il serait aussi nécessaire de plus favoriser l'acceptation des bébés dans l'espace public. Ce que j'entends par là, c'est que, un exemple tout simple, dans un centre commercial, la table en lingerie, elle est souvent dans les toilettes des femmes, comme si les pères ne changeaient jamais la couche. Il y a des femmes qui ont été rejetées de magasins où elles allaitaient, même une fois dans un commissariat, et aller demander le salon d'allaitement dans un centre des congrès ou ce genre de structure, on vous regardera avec des yeux ronds. Voilà. Il y a aussi, la vie professionnelle qui a besoin de plus intégrer, les bébés. On va le voir là. Alors la France insoumise propose un congé, maternité et paternité obligatoire, heu, de 4 mois et bien plus rémunéré qu'à l'heure actuelle. Parce que alors pourquoi paternité obligatoire? Parce que tout simplement, s'il est juste, optionnel, possible, il y a certains pères qui ont des pressions pour ne pas le prendre et à l'embauche, ça peut peut-être plus rentrer en la balance une femme qui aurait où on a peur qu'elle ait un long congé maternité ou un homme qui l'aurait à peine moins. Puisqu'en anténatal, c'est 6 semaines. Et puis après, donc différentes modalités de congé pourraient être, réfléchies. Par exemple, revaloriser l'allocation de congé parental parce qu'il y a des femmes qui vont vouloir, Heu, retourner au travail très rapidement parce que c'est là-dedans qu'elles s'épanouissent et c'est tout à fait, honorable et il y a des femmes qui, sont en souffrance à l'idée de devoir reprendre le travail, très tôt, alors qu'elles ressentent le besoin d'être, avec, leur, tout petit et et avec un lot là aussi, d'arrêt de travail, de souffrance et de dépression importante. La dépression du postpartum touche quand même 10 à 20 des femmes et 5 à 10 des hommes. La réduction du temps de travail est de toute façon dans l'avenir en commun, hein, stabiliser les 35 heures et aller vers les 32 heures. Et on peut s'inspirer aussi peut-être de ce qui se fait dans d'autres pays européens, par exemple l'alternance entre les parents, où, un un parent travaille une semaine, l'autre semaine et inversement. Ce qui peut être, voilà, des options, pourquoi pas.
Alors la reprise du travail est quand même souvent en lien aussi avec, la pauvreté, hein. Souvent c'est un non-choix. Inversement, quand il n'y a pas de mode de garde, quand il n'y a pas de crèche, c'est aussi des fois le non-choix de ne pas pouvoir retourner au travail, d'où l'importance de ce qu'on disait sur, les modes de garde en début de formation. Heu, il y a aussi, et c'est dramatique, en 2020-2021, des femmes qui sortent de maternité sans solution de logement. Donc elles vont être hébergées à l'hôtel quelque temps et puis, au final, elles se retrouvent à la rue avec un nouveau-né, avec un nourrisson. Donc ça, c'est pas possible en 2020 que ce soit ainsi. Il faut du coup, pour pallier, pour aider dans ces situations, embaucher des assistants sociaux qui, là aussi, ont subi beaucoup de réductions d'effectifs, et leur donner les moyens, leur donner des possibilités parce que voilà, si les assistantes sociales n'ont aucune solution de relogement des femmes qu'elles, suivent, c'est aussi une grande souffrance pour les professionnels, en plus des familles. D'un point de vue économique et écologique, on peut allier les 2 dans des filières courts, des filières de circuits courts, pardon, pour tout ce qui est puériculture, d'occasion. On sait bien que, avec après un enfant, en général, c'est pas très usé et ça pourrait être intéressant, voilà, d'explorer ces pistes-là. On pourrait fournir des couches lavables gratuitement aux familles qui, souhaitent, se lancer dans cette aventure. C'est aussi très écologique à ce niveau-là et le l'allaitement maternel doit pouvoir être soutenu pour celles qui en font le choix. Alors là, il y a aussi des grosses injonctions, hein, puisque en gros, il y a quand même une pression, une injonction à ce que les femmes allaitent, mais si elles ont choisi l'allaitement, en gros après c'est débrouillez-vous et pas trop longtemps parce que sinon c'est bizarre. Donc il faut vraiment pouvoir là aussi, normaliser tout ça, heu et mieux former les professionnels de santé qui, Heu, peuvent être parfois à l'origine d'arrêts d'allaitement, alors que la femme aurait souhaité continuer. Alors il existe de nombreux types de vulnérabilités. Là, on va penser en particulier pour augmenter les places en foyer maternel aux très jeunes femmes, heu, pas tout à fait mineures ou à peine mineures, qui sont du coup en foyer maternel. Il serait intéressant de pouvoir créer des appartements familiaux qui pourraient accueillir, le père ou, la compagne, puisque la plupart des foyers maternels, n'acceptent pas les hommes. Or, c'est dommage d'exclure quand un jeune père veut s'impliquer et pour la compagne, je me souviens d'une situation où la jeune femme de 17 ans et demi 18 ans, était en foyer, tenu, par, des religieuses et du coup, sa compagne venait en clandestinement pour, prendre, pour aider, prendre son rôle, surtout qu'il s'agissait d'une jeune femme qui avait une césarienne et donc qui avait bien besoin d'aide de sa compagne. Alors, il faudrait aussi pouvoir augmenter les moyens de la psychiatrie périnatale, c'est-à-dire, à destination des femmes qui présentent des des maladies, pathologies ou des situations particulières au niveau psychique et psychiatrique et qui deviennent parents, mais aussi, la dépression du postpartum qui touche des gens qui n'ont pas forcément de vulnérabilité psychologique. C'est le cas d'ailleurs la plupart du temps et la maternologie, c'est tout ce qui concerne la difficulté maternelle. Ça regroupe entre autres la dépression du postpartum, mais pas tout le temps, mais pas seulement. C'est en gros la difficulté à se sentir mère et à investir cette maternité et qui peut créer beaucoup de souffrance. Là aussi, hein, à l'échelle régionale, vous avez une poignée de places sur une région, alors que je vous disais les chiffres, hein, 10 à 20 de dépression postpartum, même si bien heureusement la majorité n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Concernant la néonatologie pour les bébés et les prématurés, hein, on a beaucoup ceux-là en tête qui sont hospitalisés. Heu, bah, il y a pas assez de lits accompagnants, donc du coup, en général, il y a que les mères, et les pères qui habitent en dehors du département qui ont le droit au lit accompagnant. Sauf que si on est à l'autre bout du département, en fonction de où est placé le CHU, on peut avoir 50 minutes de trajet aller, 50 minutes de trajet retour. Donc on peut dire pour ainsi dire 2 heures de route par jour.
on est quand même dans le cadre de femmes qui viennent d'accoucher ou d'avoir des césariennes. Un focus me semble très important sur la sécurité des mères et des bébés. Euh, on le sait peu, mais les violences conjugales sont particulièrement peuvent souvent commencer au moment d'une grossesse ou du post-accouchement. Euh, C'était vraiment un facteur de risque, hein, la grossesse là-dessus. Et à un moment où, en plus, ben, il y a un gros frein à la séparation. Parce que quand on constitue une famille avec, souvent c'est l'homme, hein, ou que le bébé est né, bah, il y a une vulnérabilité d'autant plus importante que bah, il y a, pour les violences conjugales, beaucoup de classements sans suite. Et dit classement sans suite dit que facilement la résidence alternée qui est acceptée. Et donc, il y a un certain nombre de femmes qui subissent des violences conjugales et qui ont peur en partant que leur enfant ne soit pas protégé. Donc c'est bien facile, comme le disait Emmanuel Macron à de ses allocutions dont il a le secret aux femmes de partir, de fuir les violences conjugales. Mais si derrière, il n'y a rien pour les aider, eh ben, la situation n'est pas du tout satisfaisante. Il faut vraiment pouvoir travailler sur ce plan-là. La thématique des bébés secoués aussi, un sujet très important. Il s'agit euh, de d'un geste violent qui va pouvoir provoquer la mort ou un handicap moteur et mental important du bébé. La plupart des syndromes des bébés secoués sont dans le cadre de maltraitance, par exemple, et souvent dans un contexte de violence conjugale ou d'addiction, mais pas seulement, ça peut être aussi des situations de grande détresse du parent. D'où l'importance, encore une fois, de la prévention et du soutien. La formation au premier secours est très souvent payante, ce qui est un petit peu un non-sens. C'est difficile d'en trouver des gratuites, c'est pas impossible, mais c'est difficile. Quand on devient parent, ça serait tellement logique pour lutter contre les accidents domestiques aussi. Et au niveau de l'équipe enfance, on a beaucoup travaillé sur la santé environnementale. Vous avez peut-être entendu parler de l'épisode, ça avait été un peu médiatisé, des bébés nés sans bras sur un territoire relativement restreint, sur une malformation qui est en général rarissime. Donc, il faut à la fois tenir des registres nationaux, mais aussi euh, des, les analyses locales pour mieux comprendre ce qui se passe et l'en empêcher. On avait en particulier des clusters aussi sur des cancers pédiatriques. Voilà. La santé environnementale va toucher aussi tout ce qui est l'industrie autour des bébés, que ce soit l'alimentation industrielle, mais aussi par exemple les couches jetables dont la composition n'est pas connue, alors que la peau des bébés est un organe qui absorbe beaucoup de choses, y compris des pesticides, etc. On a appris récemment qu'il y a tellement de plastique partout dans l'eau, etc., que du plastique a été retrouvé dans des microparticules de plastique qui ont été retrouvées dans des fœtus. Alors pour la pandémie, la période actuelle de la pandémie de Covid, on peut faire plusieurs remarques. Déjà que l'isolement pendant la grossesse est souvent encore plus important qu'en temps normal pour se protéger du virus, mais ça peut créer des souffrances, des détresses psychologiques importantes, hein, toujours dans un contexte où le confinement augmente le risque de violence conjugale et violence envers les enfants. Il y avait une augmentation des appels au 119 pendant le confinement, les confinements. Il y a eu un moment, les pères ou les compagnes étaient exclus, étaient interdits d'être présents au moment des accouchements. Alors là, c'est plus le cas, sauf cas très très particulier, genre père qui est Covid plus. Mais il y avait eu une lutte, une montée des boucliers, une levée des boucliers. On avait pu batailler sur ce plan-là, par exemple. Par contre, le port du masque à l'accouchement reste toujours un sujet. Alors, il faut voir quand même comment ça s'est passé. Au début, il n'y avait pas assez de masques, en fait, y compris pour les personnels soignants. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a des sages-femmes, on leur interdisait de porter des masques
pour des axes médicaux où d'habitude elles en ont de toute façon. Heu et au fur et à mesure, et c'est aussi un manque de masques FFP2. Voilà. Maintenant, il y a des masques pour tout le monde. Les FFP2 sont un peu plus fréquents, donc le port du masque à l'accouchement ne peut plus être imposé. Il faut voir aussi que ça, ce port de masque à l'accouchement, c'était dans un contexte où, il y a eu beaucoup de soignants forcément, de sages-femmes, auxiliaires de puériculture et cetera, médecins qui ont eu le covid, et quand on est déjà à flux tendu en temps normal, alors si, un arrêt maladie dans l'équipe, ça peut être absorbé, 2 ça peut, mais ça commence à être compliqué, 3 ça commence à faire des plannings de fou avec très peu, enfin, du coup, ça diminue les récup des personnes en place. Mais alors si on augmente le nombre d'arrêts de travail, on arrive vite à un système exsangue. En conclusion, hem, à l'heure actuelle, les bébés, ils arrivent en général désirés. Alors, il peut y avoir des accidents de contraception, hein, c'est pas sûr à 100. Mais souvent quand même, ce sont des moments heureux, des moments choisis. Les bébés arrivent dans des bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Mais il y a 2 choses qui viennent, mettre des gros freins à une naissance respectée. C'est d'une part, le patriarcat. Les femmes sont soumises à des injonctions comme on l'a un peu vu, mais aussi, des pressions et des violences, sexistes, hein, des violences, obstétricales, gynécologiques, et ces politiques d'austérité qui vont diminuer les services publics, et qui vont, vraiment infuser enfin tout ce qui est néolibéralisme, en fait, cet état d'esprit s'infuse la société, et qui va, aussi induire ce genre de pensée qui est, les femmes qui font des enfants, il faut qu'elles assument en gros. Vous avez voulu faire des enfants, vous les assumez. C'est une pensée, des réflexions, des critiques qu'on retrouve beaucoup. Alors, bah, c'est pas ça l'humanité. De tout temps, on a été solidaires, on était en communauté, on ne peut pas laisser que sur les épaules, du couple, et a fortiori de la mère, la tout le poids en fait, de l'arrivée, l'éducation, des enfants. Voilà. La réponse à tout ça, pour plus de solidarité, c'est, vous la connaissez, l'avenir en commun. Nous avons formulé donc plusieurs pistes, il y en a d'autres qui existent. Hem, Là, vous avez une illustration d'une star qui avait accouché à domicile, et voilà, si ce sujet vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, je vous recommande, l'ouvrage «L'accouchement est politique» de Laetitia Négrier et Béatrice Cascal. C'est un livre qui allie, féminisme et accouchement, et accouchement et féminisme, qui est pas forcément évident de prime abord dans l'histoire du féminisme en France. Vous avez aussi La naissance en Occident de Paul Cesbron et Yvonne Gnimer. Paul Cesbron, qui nous avait fait l'honneur, de donner une conférence l'été dernier à Valence. Je vous ai cité Alice Miller, C'est pourtant bien. Je peux aussi rajouter Janusz Korczak, Le droit de l'enfant au respect. Janusz Korczak, qui a inspiré la Convention internationale des droits de l'enfant, un pédagogue, médecin polonais pédagogue, qui a monté un orphelinat, qui s'occupait des enfants de telle sorte, et dans le ghetto de Varsovie, qui les a accompagnés, qui les a pas lâchés, qui est mort avec eux pour ne pas les abandonner à une mort, terrible, alors qu'on lui avait offert de s'échapper. Donc Janusz Korczak. Vous avez aussi, d'autres ressources, sur internet d'associations, le CIAN et l'AFAR. Pour nous contacter, vous pouvez envoyer un mail à équipe-enfance@lafranceinsoumise.fr. Nous avons un groupe Facebook, Enfance la France insoumise. Vous pouvez vous abonner à notre compte Twitter ou à notre chaîne YouTube, où vous découvrez des courtes vidéos sur différentes thématiques. Un grand, grand merci d'être venu découvrir ce sujet qui n'est pas si fréquent en politique, et pourtant vous avez vu à quel point il infuse toute la société. Donc merci, et de votre attention, de votre curiosité, de votre soutien, et je vous souhaite plein de bons moments devant les autres formations de, l'espace, programme, de la France insoumise. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.